La France n'est plus le mauvais élève de la zone euro en matière de déficit public, puisque nous sommes désormais deuxième sur ce podium. Bonjour Julie. Bonjour. Julie Ruiz-Pérez, journaliste au Figaro Économie. C'est donc la Belgique qui arrive en tête en 2025 parmi les pays qui ont les plus gros déficits publics en zone euro. Ils sont à 5,2%. Nous sommes juste en dessous à 5,1%. C'est mieux. C'est indéniablement mieux. Une fois qu'on l'a dit, on peut commencer à dire pourquoi c'est problématique. Déjà, on l'a vite oublié, mais déjà, en 2025, on attendait plutôt 5,4% de déficit, ce qui est complètement colossal, et ce qui aurait été mieux par rapport aux incroyables dérapages qu'on a eus en 2023 puis en 2024. En 2024, on était à 5,8% du PIB de déficit. C'est énorme, c'était totalement du jamais vu hors crise. Là, il y a eu pour 2025 une bonne surprise. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu des 5,4 attendus, la France affiche désormais un déficit public de 5,1, mais il y a quelque chose de presque, je vais le formuler comme ça, mais de presque déprimant au fait qu'on se réjouisse d'avoir un déficit public à 5,1% du PIB, alors que comment dire, c'est un chiffre colossal. Et puis, surtout dans le contexte actuel où se financer sur les marchés, le coût de la dette est en train de complètement s'envoler, de complètement faire dérailler nos finances publiques, voilà, on se réjouit de peu et on s'inquiète pas, alors qu'il faudrait peut-être un peu plus s'inquiéter. Ouais, d'autant que Julie, il faut expliquer que si la France a réussi à réduire sensiblement, enfin en tout cas plus son déficit que prévu l'an dernier, donc 5,1 en pourcentage au lieu de 5,4, c'est parce qu'il y a eu plus d'impôts. On a eu le chiffre, les prélèvements obligatoires ont augmenté de près de 51 milliards d'euros l'an dernier. Voilà, pour la facture. Exactement, et ça c'est du fait alors en partie quand même, il faut le dire, disons, l'augmentation naturelle des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire que avec des effets tels que ceux de l'inflation, quand les prix augmentent, la TVA sur ces produits augmente aussi, et donc avec la croissance, l'inflation et si on veut la marche normale de l'économie, les recettes augmentent et c'est très bien. Mais il y a, et on s'en souvient, aussi des nouvelles recettes qui ont été mises en place en 2024, puis en 2025. Et c'est notamment la surtaxe d'IS qui est pour beaucoup dans cette augmentation des recettes. Et ça aussi, en fait, on peut le déplorer. C'est vrai que 5,1 de déficit, ça a été atteint encore une fois, j'ai envie de dire, dans la plus grande tradition budgétaire française, par l'augmentation des impôts et pas par des économies significatives, effectives, structurelles. On s'appuie encore une fois sur les recettes pour équilibrer les comptes. Et ça, par contre, la France est toujours championne. La Belgique, la Belgique est aussi, disons, performe aussi dans ce domaine, mais la France est toujours championne de la pression fiscale. Ça, par contre, ça ne change pas. Oui. Après, c'est vrai que, comment dire, il faut se regarder, il faut regarder les autres. En moyenne, la moyenne des déficits publics en zone euro, je pense que les gens ne le savent pas, on a le chiffre, c'est 2,9%. C'est dire que la France reste vraiment un mauvais élève, mais de loin. Après, vous allez me dire, sur les marchés, la France s'endette quand même tranquillement, certes. Le 10 ans français, comme d'ailleurs toutes les dettes souveraines européennes, à 10 ans ont pris entre 20 et 40 points de base, donc ce n'est pas la France qui est pointée du doigt. Mais en tout cas, voilà, la moyenne européenne, pour les petits copains de la zone euro, c'est 2,9, donc on est quand même très loin d'eux. Oui, c'est ça. Ce qui prouve que c'est faisable dans le contexte actuel, parce que là, on a beaucoup entendu, encore cette semaine, encore il y a 2 jours, à quel point la situation internationale, et c'est vrai, et géopolitique, et tout un tas d'autres facteurs externes rendent difficile l'équilibre des comptes. Mais on voit bien que d'autres y parviennent tout à fait. On voit bien que la plupart en fait, des pays européens parviennent à respecter les règles européennes. Alors, dit comme ça paraît bête, mais la France n'y parvient pas, ou en tout cas met beaucoup de temps. Parce que là, je le rappelle, c'est un chiffre qu'on connaît pas mal, mais schématiquement, pour aller vite, les règles européennes imposent aux pays d'avoir 3% de déficit. Bon, la France n'y est pas, on est à 5,1, on l'a rappelé, mais la plupart des économies européennes, de nos partenaires, en fait, arrivent à s'y tenir. Alors la France a promis à Bruxelles, il y a
bien longtemps. Ça fait un petit moment que je couvre les finances publiques, quoique. Mais voilà, de retourner, sortir du Covid. En fait, la France est engagée. 2029, juste l'objectif, pardon, je vous ai coupé, mais ça fait depuis 2020 qu'on le promet, et là on l'a encore promis, le retour sous 3% en 2029, c'est ça? Oui. Et puis en plus, c'est amusant parce qu'au début, c'était 2020, si je dis pas de bêtises, c'était 2025, puis c'était 2027, et maintenant c'est 2029. Ça fait un moment d'ailleurs que c'est 2029, en fait, depuis les dérapages de 2023 et de 2024, ce qui est un petit peu aussi ce qui veut tout dire. C'est-à-dire quand un gouvernement qui sait que Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, voilà, et qui sait qu'il va y avoir une présidentielle qui va être très compliquée pour eux, s'engage pour, en gros, l'administration d'après, puisque s'engager à rentrer dans les clous de déficit en 2029, c'est dire les autres vont le faire, en fait, tout simplement. C'est hors de portée, je veux dire. Et donc, ça dit tout de cette trajectoire, ça dit tout de l'importance que cette trajectoire a dans la hiérarchie des urgences que traite l'exécutif, c'est-à-dire on verra plus tard, et on a eu encore un exemple criant là, pas plus tard qu'hier, puisque on a su définitivement le contenu du RA. Alors, excusez-moi pour... je jargonne comme ça, mais en fait, c'est un document, le RA, qui... c'est RAA. Oui, pardon. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je suis vraiment confuse. Oui. C'est pas moi qui les nomme, mais c'est un document, en fait, qu'on envoie à Bruxelles parce que la France, qui est au-delà donc, des 3%, doit promettre régulièrement à Bruxelles qu'elle fait des efforts pour passer sous les 3%. Donc voilà, donc ça c'est un des documents qui rentre dans cette procédure qu'on appelle la procédure de déficit excessif. Ça c'est transparent. Et donc la Cour des comptes a rendu son avis sur ce document. Et dans ce document, la France explique, alors voilà, ça c'est nos prévisions de croissance qui ont été... revues à la baisse parce qu'effectivement le contexte est compliqué, l'inflation, etc. Enfin, toutes les prévisions macroéconomiques, mais pas la prévision de déficit pour 2027. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, là on est déjà en avril, le gouvernement dit toujours et s'engage à ce que en 2029, c'est-à-dire dans 3 budgets, la France sera sous les 3%, mais ne s'engage pas sur une cible de déficit sur 2027. Ouais, alors, évidemment, politiquement, économiquement, on comprend pourquoi il ne le fait pas, mais budgétairement parlant, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, la Cour des comptes a déploré le fait qu'il n'y ait pas de cible de déficit dans le document pour 2027. Alors, ouais. Oui, non, juste, je dis, donc personne ne croit à 2029 à ce que la France passe sous les 3%. Il y a la présidentielle l'année prochaine, il y a la guerre en Iran et ses conséquences que peut-être on sous-estime un petit peu. Donc c'est mort pour 2029 sous 3% pour la France. Si on écoute le gouvernement s'engage toujours, il le répète. Oui, mais il ne sera plus là. Dès qu'on lui pose la question, encore une fois, il s'engage sans dire ce que lui va faire pour 2027, parce que c'est l'administration au pouvoir qui va écrire le budget 2027, donc voilà, et sans pouvoir dire ce qui sera fait en 2028 et 2029, puisque, bon, bah, a priori, beaucoup de choses vont bouger en 2027. Donc, eux, ils croient, ça fait bien longtemps que tous les prévisionnistes, les économistes, les marchés même, ont enregistré le fait que cet objectif de 2029 ne sera pas atteint. Alors après, évidemment, en 2027, on pourrait élire, je ne sais pas, le plus grand champion des finances publiques qui réussirait en 2 ans à réduire le déficit de 2 points. Ça me paraît être un scénario très peu probable. Je suis dans votre sens. Voilà, en tout cas, tout le monde, tous les observateurs ont déjà enregistré plus ou moins que cet objectif va être encore décalé. Ouais. J'ai juste un dernier point parce qu'il y a une guerre des chiffres, entre guillemets. On sait que la guerre en Iran pousse les taux d'emprunt sur les dettes souveraines à la hausse, ce qui grève évidemment, détériore nos comptes publics et rend plus cher le service de la dette. Bercy a communiqué sur 3,6 milliards d'euros que coûterait cette année la hausse de la charge d'intérêt. J'avais Xavier Timbaud de l'OFCE qui était hier sur ce plateau qui m'a dit non, ce chiffre-là c'est beaucoup trop gros, c'est 1/10 de ce chiffre-là. Quel est le coût, je ne sais pas si vous avez le chiffre, le surcoût en charge d'intérêt supplémentaire lié au fait que la dette française ait pris 30 points de base sur les marchés? Alors, c'est la beauté des finances publiques, ça dépend comment on compte. La façon dont on compte, enfin, Jean-Pierre Timbaud a raison, et
Xavier, c'est Xavier. Xavier, pardon, excuse-moi. C'est une autre célébrité, bref. Oui. Monsieur Tarbot a raison et le gouvernement a raison aussi. Les gens qui calculent ça à Bercy sont extrêmement compétents et donc voilà. La différence entre les deux, c'est que est-ce qu'on prend en compte uniquement ce que ça a déjà coûté, c'est-à-dire les engagements déjà pris en fait, ce qui est déjà sorti des caisses, auquel cas, effectivement, c'est peu, sauf que la prévision du gouvernement court jusqu'à la fin de l'année. Et c'est vrai que c'est une prévision qui est pas folle de se dire que les taux souverains vont rester hauts jusqu'à la fin de l'année. C'est une prévision qui se défend même plutôt bien, et prennent le coût à terme. Parce que quand on s'endette pas... on ne paye pas tout de suite ses intérêts. Ça met du temps Ok, mais donc sur 2026, donc, le surcoût est de combien en termes de charges d'intérêt en lien avec le renchérissement des taux souverains français sur les marchés? Si on restait à 3,6 comme on est aujourd'hui sur les taux à 10 ans français, ça serait en milliards d'euros ou en centaines de millions d'euros, le surcoût? C'est juste ça, moi, j'ai pas compris. C'est-à-dire que si à terme, c'est-à-dire si reste à 3,6 et jusqu'à la fin de l'année, oui, et qu'on prend en compte en fait le fait qu'on va payer ce surplus de dette pendant parfois 10 ans, à terme, effectivement, ce sera 3,6. Ah oui, d'accord. Ouais, mais décaisser sur 2026, c'est pas 3,6 milliards d'euros de plus en charge d'intérêt sur 2026. Ça dépend si vous provisionnez ou pas. J'entends. Tout ça, en tout cas, c'est des comptes. Tout ça, c'est des. Enfin, c'est des comptes publics. Il y a un surcoût et qui touche pas souvent la France. Effectivement, il y a un surcoût parce qu'au-delà effectivement de ce qu'on contracte aujourd'hui, il y a aussi, notamment à moyen terme, des emprunts qu'on a déjà contractés et qui sont indexés sur l'inflation. Allez, merci beaucoup. Sur les taux. Oui. Et donc, plutôt sur l'inflation, sur les taux, pour ce que j'en sais. Je ne suis pas non plus une grande professionnelle du placement de notre dette. Mais voilà, la crise a un impact immédiat quand même sur le financement de notre dette, effectivement. Ouais. Et donc, en 30 secondes, c'est-à-dire que les conséquences de cette guerre en Iran, potentiellement, pourraient faire déraper d'ailleurs les dépenses publiques dans la zone euro au sens large. On voit ce que font certains pays, l'Espagne et d'autres pays qui prennent des mesures. Alors oui, effectivement, en France, pour le coup, oui. On a une grande sobriété sur les mesures d'aide, si on compare avec nos voisins immédiats. Mais bon, nos voisins immédiats, on en parlait un petit peu plus tôt, ont plus de marge de manœuvre budgétaire que nous. Donc à nos voisins, ça coûte cher, tout simplement parce qu'ils mettent en place des mesures qui coûtent cher. Et puis après, il y a tout le coût en fait macroéconomique, c'est-à-dire la croissance qui ralentit, donc c'est moins de recettes, l'inflation qui augmente, si vous avez des prestations indexées comme nous avons en France, ça fait mécaniquement plus de coûts, et au-delà de ça, effectivement, tout le monde, vous l'avez dit aussi, a des taux souverains qui sont à la hausse, et ça aussi, ça engendre des coûts, donc c'est une mauvaise nouvelle sur beaucoup de fronts pour les finances publiques européennes, ouais. Allez, merci beaucoup. Explication signée Julie Ruiz-Pérez, journaliste au Figaro Économie. Merci Julie, bonne journée. Merci, bonne journée.